Donc on se retrouve avec la deuxième partie de l'exercice 7. On va appliquer les mêmes méthodes mais sur un deuxième circuit. Donc on vous demande à nouveau de calculer le nombre de courants inconnus dans ce nouveau circuit. Donc là il n'y a pas d'indication nouvelle particulière hein, pour étudier ce circuit. Donc vous pouvez mettre sur pause pour chercher par vous-même. Donc le point de départ c'est toujours de compter le nombre de nœuds. Donc ici et là vous avez clairement deux nœuds identifiés et le dernier nœud identifié c'est celui-là, et donc il faut bien faire attention à ne pas considérer les points dans le schéma comme des nœuds. C'est plus compliqué que ça. En fait, un fil, une équipotentielle, ça a toutes les chances d'être un nœud, en particulier la masse dans ce circuit-là, même s'il n'y a pas de symbole de masse, ça serait typiquement l'élément qui serait 0 volt dans un schéma électronique. Donc ça, c'est un troisième nœud. Donc n nœuds égale à 3. En ce qui concerne le nombre de branches, vous avez une branche, deux branches, trois branches, quatre branches, 5 branches. Et en ce qui concerne le nombre de sources de courant, eh bien il y en a une, c'est J. Donc le nombre de courants inconnus, eh bien c'est même cause, mêmes effets, c'est exactement les mêmes valeurs, donc on a deux courants inconnus. Et c'est pourquoi là encore on vous indique les courants I1 et I2 comme inconnus, et donc on vous suggère les deux mailles considérées pour étudier le circuit. Alors pourquoi on fait ça et pourquoi vous avez toutes les chances d'avoir ce genre de choses en examen, c'est qu'en fait il y a différentes façons d'aboutir au même résultat, et pour corriger un exercice il est plus simple d'imposer des variables à déterminer aux étudiants. Donc comme ça on a un seul résultat à vérifier et pas autant de versions différentes que d'étudiants. Alors il n'y a pas autant de versions différentes que d'étudiants possibles sur des circuits simples, mais quand même ça simplifie la vie pour un correcteur d'avoir ce genre de choses, et c'est pourquoi en TD on vous propose des exercices tels qu'ils peuvent être en examen. Donc en choisissant I1 et I2 comme inconnus, là je pense que je vais faire un copier-coller de cette page parce que j'ai un peu surchargé le slide. J'efface tout pour que ce soit un peu plus léger à lire. Donc on fait exactement ce qu'on a fait précédemment, on complète le circuit en indiquant tous les courants dans tous les composants, en respectant la loi des nœuds. Là, le courant qui circule ici, eh bien ça sera I1 moins I2. D'après la loi des nœuds, on a I1 qui rentre et I1 moins I2 et I2 qui sortent. Donc I1 moins I2 plus I2, ça va faire I1. Et en ce qui concerne le courant dans R3, eh bien vous allez avoir I1 moins I2 plus J. Et donc en fait c'est les seuls courants qu'il fallait rajouter dans le circuit. Et donc une fois qu'on a dit ça, bien on vient rajouter les vecteurs tension aux bornes des résistances en respectant la loi d'Ohm en convention récepteur. Donc courant I1 vers la droite, la tension va vers la gauche. On a R1, I1, I2 vers le bas, donc tension aux bornes de R2 vers le haut, R2, I2. Et pareil pour R3, courant vers le bas, tension vers le haut, on va avoir du R3 facteur de I1 moins I2 plus J vers le haut.
Donc, une fois qu'on a écrit ça, on a un système de de deux équations à deux inconnus à écrire. Donc là, je vais poser l'équation de la maille 1. Donc si on part comme ça, on va avoir du plus E1 moins R1 I1 moins R2 I2 égale à 0. Et en ce qui concerne la maille numéro 2, on va avoir du plus R2 I2 plus E2 moins R3 facteur de I1 moins I2 plus J égale à 0. Le 0 est un peu mangé, mais bon, c'est égal à 0. Et donc là, on voit qu'on a un vrai système de deux équations à deux inconnus qui sont couplées. Donc je vais réécrire, en évitant de me tromper, E1 moins R1 I1 moins R2 I2 égale à 0. Ça c'est l'équation 1. Et ensuite, on va avoir du R2 I2 plus E2 moins R3 facteur de I1 moins I2 plus J égale à 0. Et donc ça, c'est l'équation de la maille 2. Dès lors qu'on a ces équations de maille, il reste à les résoudre avec une méthode classique. Donc là, si par exemple je prends l'équation 1, je peux commencer par chercher à exprimer I1 en fonction du reste. Donc je fais passer R1 I1 de l'autre côté. Et ensuite je divise par R1. Donc je vais avoir I1 égale à E1 moins R2 I2 sur R1. Et donc une fois que j'ai ça, je peux remplacer I1 par sa valeur, par cette expression-là, dans 2. Donc je vais avoir du R2 I2 plus E2 moins R3 facteur de E1 moins R2 I2 sur R1 moins I2 plus J égale à 0. Dès lors qu'on est arrivé à ce résultat-là, on peut rassembler tous les termes en I2 d'un côté et tous les termes qui ne dépendent pas de I2 de l'autre. Donc là on va avoir du R2I2 et ici on va avoir du moins par moins ça fait plus et du moins par moins ça fait plus. Donc on a intérêt à faire passer tout le reste de l'autre côté et laisser les termes en I2 du côté gauche. Donc R2 plus R2 R3 sur R1 plus R3 fois I2 égale donc on va avoir du on va avoir quoi R3 E1 sur R1
moins E2 plus R3J. Donc voilà. Oups. L'équation relative à I2. D'où I2 égale à R3E1 sur R1 moins E2 plus R3J divisé par R2 plus R3, je vais d'abord les ranger dans cet ordre-là, plus R2, R3 sur R1. Au passage, on peut vérifier l'homogénéité. Au numérateur, on a une tension, moins une tension, plus une tension, divisé par des ohms, plus des ohms, plus des ohms, encore une fois. Donc, des volts divisé par des ohms, c'est bien homogène à des ampères. Donc, a priori, l'expression de I2, alors, elle n'est pas simple, hein. On peut simplifier en multipliant en haut et en bas par R1 pour se ramener à une fraction à 2 étages, mais bon, c'est pas indispensable. Et en ce qui concerne le courant I1, bah, I1, ça sera E1 sur R1 moins R2 sur R1 fois bah, tout ça. Donc voilà ce que l'on peut dire sur la résolution d'un circuit en régime linéaire continu. L'étude de circuits, même simple, peut vite donner des résultats assez complexes avec pas mal de risques d'erreur si on ne s'y prend pas de manière rigoureuse. Et donc normalement on est à même de pouvoir vérifier le fonctionnement d'un circuit de ce genre-là avec d'autres méthodes, en appliquant par exemple des techniques qu'on verra par la suite plus adaptées à l'être humain, que sont théorème de Thevenin, théorème de Norton, théorème de superposition, qui permettent de morceler un problème compliqué. Donc là, le problème est compliqué déjà parce qu'on a trois sources, deux sources de tension et une source de courant, et avec plusieurs mailles. Et donc, par exemple, le terme de superposition va nous permettre de calculer l'impact de chaque source indépendamment des autres. Donc voilà ce que l'on peut en dire. Là, j'ai déroulé toute la méthode de manière classique. Ce qui reste maintenant, c'est en fait, on vous suggère de refaire l'étude du deuxième circuit en considérant que le courant I2 est cette fois orienté vers le haut et que la maille 2 tourne dans l'autre sens. Donc, et donc
je dirige le courant I2 vers le haut. Donc le courant I2 étant dirigé vers le haut, on va avoir un courant I1 plus I2 et ici un courant I1 plus I2 plus J. Et donc au niveau des courants, voilà les répercussions. Et au niveau des tensions, on va avoir du R1 I1 comme ça et du R2 I2 vers le bas. Et en ce qui concerne la tension aux bornes de R3, on va avoir du R3 facteur de I1 plus I2 plus J dirigé vers le haut. Alors, bon, on va très clairement noter que le fait de faire tourner la maille dans un sens ou dans l'autre, ça va pas avoir de grande importance. Ça, je pense que c'est assez clair. Mais donc, on va poser les équations comme ça. Donc, pour la maille 1, on va avoir du E1 moins R1 I1 plus R2 I2 égale à 0. Donc ça, c'est pour la maille 1. Et pour la maille 2, on va avoir du moins R2 I2 plus E2 moins R3 facteur de I1 plus I2 plus J égale à 0. Oups, ça sort encore une fois de l'écran. Et donc là, je l'encadre en vert. Et donc ça, c'est la maille 2. Et à partir de là, je reprends l'étude en reportant les équations d'abord. Donc E1 moins R1 I1 plus R2 I2 égale à 0. Et ensuite, moins R2 I2 plus E2 moins R3 facteur de I1 plus I2 plus J égale à 0. Je vais vérifier si je me suis pas trompé. C'est bon. Et donc ça, c'est l'équation de la maille numéro 2. Donc normalement, l'expression de I1 ne doit pas changer. Alors, mis à part que en fait la méthode de substitution elle est basée sur on pose I1 égale et on remplace en fonction de I2. Donc en fait l'expression de I2 va incorporer l'expression de l'expression de I1 va incorporer l'expression de I2. Et donc comme l'expression de I2 va changer, l'expression de I1 va changer également. Mais bon. Donc, d'après 1, on va avoir du I1 égale à E1 plus R2I2 sur R1. Donc au passage, on voit la différence. Précédemment, on avait E1 moins R2I2 sur R1. Là, on a E1 plus R2I2 sur R1. Bah, la seule chose qui change, c'est le signe, mais c'est logique vu que ce qu'on s'attend à voir, c'est un I2 qui est l'opposé de ce qu'on avait précédemment. Donc là, bon, dès lors que on vérifiera que I2 est bien l'opposé de ce qu'on avait avant, ça voudra dire que I1 sera identique à ce qu'on avait avant. De cette manière-là. Et donc, une fois qu'on en est là, on réinjecte ce résultat-là dans l'équation 2, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, moins R2I2 plus E2 plus non, plus c'est moins.
moins R3, facteur de E1 plus R2 I2 sur R1 plus I2 plus J égale à 0. Donc là, je n'ai fait que remplacer I1 par son expression. Et donc là, je m'aperçois que les termes en I2, j'ai intérêt à les faire passer de l'autre côté, vu qu'ils ont ainsi moins de vent, ce qu'ils n'avaient pas tout à l'heure. Donc, on va avoir du E2 moins R3E1 sur R1 moins R3J égale à R2 I2 plus R3 I2 plus R2 R3 sur R1 I2. Donc en fait, je mets une grande parenthèse et je mets I2 ici. Et donc là, je prends le résultat, si j'y arrive. Il veut pas. Il veut vraiment pas. Je comprends pas. Normalement, ça veut bien, mais là, ça veut pas. Ah. Pourquoi ça fait ça? Aïe aïe aïe. Bon. Admettons que je puisse effacer comme je veux après. Ce qui n'est pas gagné. Si, ça veut bien. Non. I2 égale à E2 moins R3 E1 sur R1 moins R3J divisé par R2 plus R3 plus R2 R3 sur R1. Et donc là, ça c'est le nouveau résultat. Et donc pour bien faire, il faudrait que j'arrive à copier ce résultat là et à l'amener ici pour comparaison. Et donc le fait est que le dénominateur est identique. Et en ce qui concerne les signes, là j'ai un plus, là j'ai un moins pour E2. Là j'ai un moins, là j'ai un plus pour R3 E1 sur R1. Et pour R3J, j'ai un moins d'un côté, j'ai un plus que de l'autre. Donc le nouveau résultat est opposé au précédent, comme prévu. Donc le choix arbitraire d'une orientation du courant ne pose pas de souci particulier au niveau de l'application numérique de
ce courant, vous allez trouver tout simplement l'opposé de ce que vous... Enfin, puis au niveau de l'application numérique et de l'expression littérale, vous allez trouver l'opposé de ce que vous auriez eu si vous aviez fait le choix opposé d'orientation. Donc voilà, l'objectif de cette dernière question, c'était de vous convaincre que le choix d'orientation d'un courant ou d'un parcours de maille n'a pas d'importance. Le résultat que vous allez trouver à la fin est le même. Alors le même euh, en, en application numérique, hein. Si vous faites le mauvais choix d'orientation, il n'y a pas de mauvais choix, en fait, vous allez trouver une valeur opposée à ce que vous auriez trouvé avec l'orientation opposée. Donc voilà. Bon, j'espère que ça éclaircira certaines questions existentielles d'étudiants anxieux de faire des choix appropriés. Bon, le fait est qu'en examen, on a tendance, je vous le rappelle, à vous guider dans l'orientation des choix euh, enfin de guider dans les choix d'orientation plutôt des courants, pas parce que c'est important, mais simplement parce que c'est plus commode pour corriger. Donc bah, c'est tout pour cet exercice.